À 28 ans, c'est un âge étrange. On ne s'attend plus aux feux d'artifice, aux arches de ballons ni aux gâteaux à 3 étages, on espère seulement que quelqu'un s'en souviendra. Un appel, un message, et tu comptes. Je suis content que tu sois né. Je m'appelle Ale Monroe, j'ai 28 ans et ma famille a un talent particulier pour transformer les jours qui devraient compter le plus en jours que j'aimerais oublier. Ce samedi 15 mars, je me suis réveillé avant mon réveil. Mon premier réflexe fut d'attraper mon téléphone. Aucun appel manqué, aucun message. Même ma mère, qui envoie d'habitude une série d'émojis aléatoires à 6 heures du matin, était silencieuse. J'ai fixé l'écran verrouillé quelques secondes, la poitrine serrée d'une façon que je faisais semblant de ne pas remarquer. Peut-être qu'il prépare quelque chose, me suis-je dit en posant le téléphone. J'ai fait du café dans mon minuscule appartement d'une chambre, la machine toussant comme si elle était aussi fatiguée que moi. J'ai regardé la ville s'allumer lentement, les sirènes au loin, le bourdonnement du trafic, un couple se disputant sur le trottoir comme si c'était leur emploi à plein temps. Ma vie n'était pas glamour, mais elle était à moi. J'étais assistante gérante dans un magasin d'électronique. Je conduisais une Honda Civic cabossée, maintenue par du ruban adhésif, des colliers de serrage et une bonne dose d'entêtement. Mon canapé s'affaissait au milieu comme s'il avait renoncé à ses rêves. Le robinet de la cuisine fuyait malgré tous mes efforts, et ma fenêtre de chambre ne se fermait jamais complètement, si bien que chaque moto à 3 heures du matin semblait rugir dans mon crâne. Mais je payais mon loyer à temps, je n'avais aucune dette et je ne demandais jamais d'argent à personne. Depuis 2 ans, je mettais de côté en silence un petit montant chaque mois dans un compte épargne intitulé « Un jour, peut-être pour une petite entreprise, peut-être pour quelque chose qui ressemblerait réellement à une vie au lieu d'une simple existence. » À 9h02, mon téléphone a enfin vibré, « Joyeux anniversaire, ma chérie. On se retrouve à 18h. » Surprise. J'ai fixé ce message pendant 5 minutes. Une surprise de ma famille. La dernière fois qu'il m'en avait fait une, il m'avait invité à dîner puis, au beau milieu du repas, avait glissé l'addition vers moi d'un air joyeux, « Tu as un travail maintenant, non ?» J'avais payé $140. Personne n'avait dit merci. Il m'avait simplement fait signe, comme si j'avais accompli ce qui était normal. Le cynisme est monté d'instinct, je les ravala. Peut-être que cette année sera différente, ai-je murmuré. Spoiler, non. En fin d'après-midi, j'étais devant mon armoire qui ressemblait à un rayon de solde ayant perdu un combat. J'ai choisi ma plus belle chemise, un bouton down bleu marine trouvé en promotion chez Target et traité comme de la haute couture. J'ai fait mon maquillage avec soin, comme quand on essaie de se convaincre qu'on volait fort, un peu de mascara, du rouge à lèvres, une touche de parfum réservée aux occasions spéciales. Je voulais croire que c'en était une. L'adresse envoyée par ma mère est apparue sur mon GPS. J'y suis allé avec le cœur obstinément plein d'espoir, peut-être un bon restaurant familial, peut-être un endroit où il fallait réserver. Puis l'enseigne au néon est apparue, clignotante, épuisée. Golden Corral. Pas un petit bistrot mignon, pas un steakhouse, même pas un Olive Garden avec ses pains à l'ail à volonté comme consolation, un buffet où la nourriture semblait avoir traversé un traumatisme. Je suis resté un moment dans ma voiture à regarder les lettres lumineuses à travers le pare-brise. Bien sûr, ai-je murmuré. Pourquoi pas? Mon téléphone a vibré, t'es où? On est tous là. J'ai pris une grande inspiration, éteint le moteur et je suis entré. L'odeur m'a frappé, friture, produits ménagers industriels et quelque chose de vaguement sucré qui pouvait être un dessert ou du regret. Les néons donnaient à tout le monde un teint maladif ou embaumé. Ma famille était à une grande table près de la fenêtre. Ma mère m'a fait de grands signes, mon père, déjà à mi-assiette de quelque chose de beige, ma sœur aînée Jessica, cheveux parfaits, ongles parfaits, énergie, je viens de prendre un SUV en leasing, son mari Chris, mâchant avec la foi silencieuse d'un homme convaincu par la viande, mon petit frère Ethan, voûté sur son téléphone, un écouteur dans l'oreille, et ma cousine Mélanie, dont l'expression naturelle oscillait toujours entre l'ennui et le jugement. Allez, par ici ma chérie. J'ai forcé un sourire. Salut, ai-je dit en m'asseyant. Joyeux anniv, a marmonné Ethan sans lever les yeux. Jessica m'a adressé un signe de tête, tu es jolie, dit-elle comme si elle distribuait des médailles de participation. Chris mâchait. Mélanie levait les yeux au ciel. Mon père a pointé le buffet, allez, va te servir, c'est à volonté, dit-il comme s'il annonçait un gain au loto. Sérieusement, vas-y, rentabilise. Enfin.
qu'on rentabilise. Bien sûr, ai-je soufflé. J'ai pris une assiette et me suis avancé seul. La purée était d'un gris suspect, le poulet frit brillait d'une lueur huileuse inquiétante, le mac et cheese avaient formé une peau, et les haricots verts flottaient dans une substance qui ressemblait à du beurre ou au désespoir. J'ai mis un peu de tout et suis retourné à la table. Personne ne m'a demandé comment j'allais, ni pour mon travail, ni pour mon appartement, ni pour mes projets. Jessica parlait de son nouveau Lexus SUV parce qu'on mérite quelque chose de bien, tu vois. Mélanie se plaignait que son amie Britney lui avait volé son esthétique Instagram. Ethan regardait des TikTok assez forts pour être agaçant. Mon père mangeait comme s'il se préparait à une compétition. Ma mère faisait défiler les desserts comme si elle lisait des prophéties antiques. Je mâchais un morceau de viande trop cuite en me sentant comme une figurante dans ma propre vie. Puis ma mère a sorti une enveloppe blanche bon marché, mon nom griffonné au marqueur, écriture penchée de quelqu'un qui l'a fait à un feu rouge. On t'a fait quelque chose, dit-elle. Tout s'est tendu en moi. J'ai ouvert. Une carte d'anniversaire générique, un gâteau dessiné, joyeux anniversaire, dans une police bon marché, pas d'argent, pas de bons, rien qu'une série de signatures, joyeux anniv, passe une bonne journée maman et papa, profite Jessica et Chris, yo Ethan, et, tout en bas, l'écriture bouclée de Mélanie, peut-être que l'année prochaine, tu feras enfin quelque chose qui mérite d'être célébré. J'ai relu 3 fois. Mélanie souriait comme si elle venait de faire la blague du siècle. Jessica gloussait. Ma mère secouait la tête avec tendresse, l'expression « Oh cette Mélanie, quelle gamine !» Mon père a ri, elle t'a bien eu. C'est une blague, allez, sois pas si dramatique. Mélanie a ajouté, mon Dieu, t'es toujours si sensible. Le mot. Celui qu'ils avaient utilisé toute ma vie, comme un diagnostic. Sensible. Comme si être blessé d'entendre que je ne vaux pas une célébration était un défaut. Mon père a hoché la tête, la bouche pleine, ouais, détends-toi. On rigole. Quelque chose en moi n'a pas explosé. Ça s'est simplement rompu, net, silencieux. Pas de colère, pas de larmes, juste une prise de conscience froide et claire. Il ne me respectait pas. Peut-être ne l'avait-il jamais fait. J'avais toujours été la fiable, celle qui conduisait, prêtait, aidait à déménager, payait quand l'addition rendait tout le monde étrangement confus. Celle qui acceptait les blagues pour garder la paix. Jamais celle qu'on célébrait. J'ai glissé la carte dans ma poche, puis j'ai sorti mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé ma mère. « Une photo ?» ai-je répondu. J'ai tenu la carte bien en vue, cadrant mon visage impassible, la table du Golden Corral derrière moi, la nourriture triste, ma famille en plein rire, en pleine mastication, en pleine indifférence. J'ai pris le selfie. « Pourquoi tu prends ça en photo ?» a demandé Jessica. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé, et attrapé ma veste. « Où vas-tu ?» demanda ma mère, faussement inquiète. « Chez moi. »« Mais on n'a même pas commandé le gâteau. »« Ne vous fatiguez pas, je suis parti. » Personne ne s'est levé. Personne n'a essayé de me retenir. En franchissant les portes, je les ai entendus derrière moi, parler, rire, continuer, comme si j'étais juste sorti répondre à un appel et m'étais évaporé. Dans la voiture, je restais assise une bonne minute, les mains sur le volant, le cœur battant à tout rompre, mais pas de culpabilité. Pour autre chose, quelque chose de plus tranchant. Je déverrouillai mon téléphone, ouvris la photo et la mis en ligne. Facebook, Instagram, Twitter. Légende, 28 ans. Golden Corral. Une carte d'anniversaire qui dit « Je ne vaux pas la peine d'être célébré. » Joyeux anniversaire à moi. Merci pour le rappel de ce que je représente pour vous. Mon pouce resta suspendu au-dessus du bouton publier. Pendant une seconde, j'entendis toute leur voix dans ma tête. Tu exagères. Tu es trop sensible. Ne fais pas d'histoire. Puis j'ai appuyé sur publier. J'ai posé mon téléphone face contre le siège passager, démarré la voiture et suis rentré chez moi. Je ne savais pas ce qui arriverait ensuite. Je savais seulement que, pour la première fois en 28 ans, je m'étais choisi moi, même si ce n'était qu'avec une légende. La première notification arriva à 18h47. J'étais affalé sur mon canapé avachi, en train de manger une pizza de 2 jours qui avait clairement dépassé son apogée, mais restait techniquement mangeable. Mon téléphone vibra une fois, puis encore, puis encore. Il ne s'arrêtait plus.
Je le prie. 17 notifications, puis 24, puis 32. Le premier commentaire venait de Jack, mon ancien colocataire de fac. Allez, c'est quoi ce bordel? C'est vraiment horrible. Puis Sarah, une fille de mon premier boulot en magasin. Je suis tellement désolé. Tu mérites tellement mieux que ça. Puis des gens dont je me souvenais à peine. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des amis d'amis. Des inconnus complets. C'est déchirant. Ta famille devrait avoir honte. Le Golden Corral pour un anniversaire? Non, moi je couperai tout contact sur le champ. Cette carte est clairement de la violence émotionnelle. En 1 heure, il y avait déjà 50 partages. À 20 heures, plus de 200. Vers 21 heures, ça dépassait les 1000. Les gens taguaient leurs propres frères et sœurs, leurs parents, partageaient la publication avec des légendes comme « Voilà pourquoi je ne parle plus à certains membres de ma famille ». Et, le lien du sang n'excuse pas de traiter quelqu'un comme ça. Je regardais les chiffres grimper et je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Vu. Pas ignoré. Pas moqué. Vu. Un message privé arriva d'une personne que je ne connaissais pas et, je ne te connais pas, mais ce qu'ils t'ont fait est mal. Tu comptes. Joyeux anniversaire. Je l'ai enregistré. À 21h30, mon téléphone explosait, mais plus seulement à cause des inconnus. Le groupe familial s'était enflammé comme si quelqu'un avait frappé dans une ruche. Jessica, pourquoi tu as posté ça? Tu nous fais passer pour des monstres. Mélanie, c'était une blague. Mon Dieu, tu es tellement sensible. C'est embarrassant. Ethan, allez, enlève ça. Maman panique. Maman, allez, s'il te plaît, supprime ce post. Les gens m'appellent. C'est vraiment embarrassant. Ce mot encore. Embarrassant, pas blessant, pas cruel, pas on est désolé. Embarrassant pour eux. Je mis le groupe en silencieux, posai le téléphone et continuai de faire défiler les commentaires de ceux qui comprenaient ce que ça fait d'être la pré-pensée dans sa propre famille. Quand je me suis finalement couché, j'ai laissé mon téléphone sur la table de nuit, vibrant toutes les 2 minutes. Je ne l'ai pas mis en silencieux. Chaque vibration ressemblait à une preuve que je n'étais pas folle, que ce qu'ils avaient fait n'était pas juste une blague. Dimanche matin, je me réveillais avec plus de 400 commentaires et plus de 1500 partages. Quelqu'un avait posté une capture d'écran de mon selfie et de la carte sur Twitter. Un tweet avait déjà dépassé 12 000 likes. La légende disait, voilà pourquoi la famille choisie compte. Vous ne devez rien aux personnes toxiques, même si vous partagez leur ADN. Je restai longtemps à fixer cette phrase. Puis mon téléphone sonna. Maman, affichait l'appel. Je laissai sonner. Elle rappela encore et encore. 4 fois de suite. À la 5e, je répondis. Bonjour Allais. Tu dois enlever ce post immédiatement. Sa voix était tranchante, sèche, le ton qu'elle prenait quand un caissier se trompait dans sa commande. Bonjour à toi aussi, dis-je. Ce n'est pas drôle. Les gens m'envoient des messages, appelle ton père, contacte même Jessica au travail. Tu te rends compte à quel point c'est humiliant? Peut-être, répondis-je lentement. C'est parce que ce que vous avez fait était humiliant. Silence, le genre qui bourdonne comme du statique. Pardon, claqua T.L. Tu m'as bien entendu, dis-je. Vous m'avez emmené dans le buffet le moins cher que vous pouviez trouver. Vous m'avez donné une carte qui disait en gros que je ne valais rien. Vous avez ri. Et maintenant, vous êtes furieux que les gens voient ce que vous avez fait. C'était une blague, dit-elle. Mélanie ne voulait rien dire de mal. Tu réagis de façon totalement disproportionnée. Alors pourquoi, demandai-je, est-ce que personne ne rit maintenant? Elle se mit à bafouiller. Tu es dramatique. C'est juste comme ça qu'on est. On se taquine. Tu le sais bien. Tu as toujours été trop sensible à tout. Non, dis-je calmement. Vous vous moquez de moi. Et j'ai fini de prétendre que c'est drôle. Alors quoi, exigea T.L. Ta solution, c'est d'exposer nos affaires privées à tout Internet pour nous humilier? J'ai publié la vérité, répondis-je. Si la vérité vous humilie, peut-être devriez-vous réfléchir à pourquoi. Je l'entendais respirer fort de l'autre côté, lourde, frustrée.
Ton père veut te parler, finit-elle par dire sèchement. Dis à papa que je suis occupé, dis-je. Allez, je raccrochai. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose qui ressemblait à de la liberté, comme si je portais un poids depuis 28 ans et que je venais enfin de le poser, juste une minute, pour voir ce que ça faisait. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Je savais juste une chose, il n'allait pas laisser passer ça. Et cette fois, moi non plus. Le truc avec Internet, c'est qu'il ne s'arrête pour personne. Après cet appel avec ma mère, je me fis à manger, œufs brouillés, toast, café, puis je m'assis à ma petite table branlante avec mon téléphone en main comme si c'était une perfusion. À chaque actualisation, il y avait plus de commentaires. Des gens du lycée à qui je n'avais pas parlé depuis 10 ans. Des collègues de job que j'avais oubliés. Des amis d'amis, des inconnus qui n'auraient jamais croisé ma vie autrement. C'est déchirant. Je suis tellement désolé que tu aies vécu ça. Ta famille devrait avoir honte. Cette carte n'est pas une blague. C'est de l'abus émotionnel. Le Golden Coral pour ton anniversaire? Je les bloquerai immédiatement. Entre la colère et l'indignation venaient des messages plus doux, qui touchaient plus fort. J'ai ressenti ça dans mon âme. Mes parents m'ont fait quelque chose de similaire pour mes 21 ans, et je ne leur ai jamais pardonné. Merci d'avoir posté ça. Je pensais que j'étais juste trop sensible, moi aussi. Pour la première fois, le mot sensible ne sonnait plus comme une insulte. Il ressemblait à un langage partagé, comme si nous saignions tous des mêmes endroits et qu'on levait enfin nos plaies à la lumière. Dimanche après-midi, la publication avait été partagée plus de 1500 fois. Quelqu'un en avait fait une capture et l'avait mise sur Twitter. Un tweet avait déjà des milliers de likes, avec des gens qui se disputaient dans les commentaires pour savoir si la famille signifiait encore quelque chose quand elle te traitait comme ça. J'étais en plein scroll lorsqu'une notification arriva, une demande de message d'une inconnue. Claire, salut Allais, j'ai vu ton post. Je sais que ça peut sembler étrange venant d'une inconnue, mais j'ai vécu quelque chose de très similaire avec ma famille il y a 2 ans. Si un jour tu veux parler, je suis là. Parfois, ça aide de savoir qu'on n'est pas seul. J'ai cliqué sur son profil, la trentaine, souriante sur la moitié des photos, en randonnée sur les autres. Elle avait un Golden Retriever nommé Biscuit qui apparaissait tellement qu'il aurait pu être copropriétaire du compte. Sa bio parlait de marketing, de livres et de café glacé. Elle avait l'air normale, équilibrée, pas du genre à chercher le drame pour le plaisir. Salut, ai-je tapé. Merci. Ça compte vraiment beaucoup. Elle répondit presque aussitôt. Les histoires de famille, c'est le plus dur, écrivit-elle. Surtout quand ils te font croire que le problème, c'est toi. Mais ce n'est pas vrai. Ce que tu as fait, poster la vérité? Il fallait du vrai courage. Je restais fixé sur ce mot. Courage. Personne dans ma famille n'avait jamais utilisé ce mot pour me décrire. Sensible, dramatique, ingrate, oui. Courageuse, jamais. Nous avons parlé plus d'1 heure. Claire m'a raconté comment ses parents avaient oublié sa remise de diplôme. Pas confondu l'horaire oublié complètement. Ils étaient partis en week-end, n'avaient ni appelé ni écrit. Une semaine plus tard, ils avaient organisé une énorme fête de fiançailles pour son frère cadet. Quand elle avait essayé de leur dire combien elle était blessée, il lui avait répondu qu'elle était égoïste de vouloir faire tourner ça autour d'elle. Je suis passé en contact minimum après ça, dit Claire. Et je n'ai jamais été aussi en paix. Ce n'est pas bizarre, demandai-je. De t'éloigner de tes propres parents? Au début si, admit elle. Mais rester et les laisser muser était pire. Tu ne leur dois pas ton silence, Allais. Tu ne leur dois rien. Le mot s'infiltra lentement, comme de l'encre dans l'eau. J'avais passé 28 ans à croire que je leur devais tout. Le temps, l'argent, la patience, le pardon, les rires devant des blagues qui me blessaient. L'idée que je ne leur devais peut-être rien était à la fois terrifiante et enivrante. À la fin du week-end, ma boîte mail débordait d'histoires comme celle de Claire. Des détails différents, la même douleur, des anniversaires oubliés, des sacrifices à sens unique, des frères et sœurs traités comme des idoles dorées tandis que quelqu'un d'autre disparaissait doucement en arrière-plan. Je n'étais pas unique. J'étais banal. Étrangement, cela me faisait me sentir moins brisé. Ma propre famille, pourtant, est restée silencieuse exactement un jour. Puis le lundi est arrivé.
J'étais au travail cet après-midi-là, en train de réapprovisionner le rayon télévision du magasin d'électronique, lorsque mon téléphone a vibré dans ma poche arrière. Un SMS d'un numéro inconnu: « Salut Allais, c'est ta tante Linda. Je voulais juste te contacter parce que ta mère est complètement bouleversée. Elle n'a pas cessé de pleurer depuis hier. Je sais que tu es contrarié, mais tu ne crois pas que ça a assez duré? La famille, c'est la famille. On se pardonne. C'est comme ça. » Je me suis appuyé contre une étagère et je l'ai relu 2 fois. Tante Linda, la sœur aînée de ma mère, la médiatrice du clan, la pacificatrice autoproclamée qui apparaissait chaque fois que quelqu'un osait être fâché pour lisser la surface jusqu'à ce que tout paraisse calme. Le message restait là, pulsant sur l'écran comme un battement de cœur. Pas une mention de ce qu'ils avaient fait, pas un mot sur la carte, seulement les larmes de ma mère et la sacro-sainte idée de la famille. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre message d'un autre numéro inconnu: « Et gamine, c'est l'oncle Ray. J'ai vu ce qui s'est passé en ligne. Écoute, ta mère et ton père ne sont pas parfaits, mais ils t'aiment. Peut-être enlève juste la publication et on pourra tous passer à autre chose. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Passer à autre chose. » Comme si ma douleur était une mauvaise émission télé dont tout le monde se lassait. Un 3e message est arrivé plus tard dans la soirée, cette fois de ma grand-mère: « Chérie, j'ai entendu parler de l'histoire de ton anniversaire. Je suis sûr que ce n'était qu'un malentendu. Ta mère a bon cœur. Ne les rejette pas. Tu le regretteras quand nous serons partis. » Voilà. La sainte trinité de la culpabilité: malentendu, bon cœur, tu le regretteras quand nous serons morts. Aucun n'a dit: c'était mal. Aucun n'a dit: je n'arrive pas à croire qu'il t'ait donné une carte pareille. Aucun n'a dit: tu ne méritais pas ça. Il voulait juste que je me taise et que je fasse comme si rien ne s'était passé. J'ai regardé les 3 conversations, le pouce en suspens. Puis j'ai bloqué tante Linda, bloqué l'oncle Ray, bloqué ma grand-mère. Pas par vengeance, par instinct de survie, parce que je savais comment cela se passerait: les appels, les petits discours, les « sois la plus mature », les « tu exagères ». Il finirait par me convaincre de douter de moi, de retourner dans la boîte étiquetée « trop sensible ». Je n'y retournerai plus. Ce soir-là, mon téléphone a encore sonné. Papa, indiquait l'écran. J'ai failli laisser filer vers la messagerie. Quelque chose en moi, peut-être la curiosité, m'a poussé à décrocher. Alors, tu l'as vraiment fait cette fois, hein? Sa voix était plate, froide. Fais quoi? Ai-je demandé, même si je savais déjà. Tu as monté toute la famille les uns contre les autres. Ta mère est dévastée. Jessica n'arrête pas de pleurer. Même ta grand-mère est bouleversée. Tout ça parce que tu n'as pas su prendre une blague. J'ai avalé la vieille culpabilité familière qui cherchait à remonter. Ce n'était pas une blague, papa. Si, a-t-il coupé. Mélanie essayait juste d'être drôle. Tu as toujours été trop sensible. Depuis que tu es enfant, tu fais des montagnes de rien du tout. Donc, être blessé par une carte qui dit que je ne vaux pas la peine qu'on me fête, ai-je dit lentement, c'est une broutille. Oui, parce que ce n'était pas sérieux. Personne ne le pensait. C'est toi qui as décidé d'en faire tout un drame et de nous embarrasser sur les réseaux sociaux comme une sorte de... Il s'est interrompu, incapable de trouver l'insulte qui lui convenait. J'ai pris une inspiration et posé une question que je n'avais jamais osé formuler: papa, est-ce qu'une seule fois tu m'as demandé comment j'allais? Pas pour me demander un service après, juste parce que ça t'importait vraiment? Silence. Est-ce que tu t'es déjà souvenu de mon anniversaire sans que maman te le rappelle? Ai-je continué. Est-ce que tu m'as déjà appelé juste pour parler? Est-ce que tu as déjà été là pour moi comme tu le es pour Jessica ou Ethan? Le silence s'est étiré. Je pouvais presque entendre sa mâchoire se serrer. C'est bien ce que je pensais, ai-je murmuré. Je ne retirerai pas la publication et je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité. Alors tu n'es pas la bienvenue à Thanksgiving, a-t-il dit. L'ancienne moi se serait effondrée. J'aurais supplié, reculé, expliqué. Cette fois, j'ai presque ri. Je n'avais pas prévu de venir de toute façon, ai-je répondu. Il a raccroché. Je suis resté assise sur mon canapé, le téléphone dans la main, attendant la vague familière de panique et de honte. Elle n'est pas venue. À la place, je me suis sentie plus légère, comme si quelqu'un avait desserré une sangle trop serrée autour de ma poitrine.
3 jours après mon anniversaire, le groupe familial, toujours en mode silencieux, a commencé à accumuler les notifications comme une machine à sous, 47 messages non lus, 52, 68. Finalement, la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert. Maman, je viens d'avoir Barbara de l'église au téléphone. Elle a vu la publication. Je suis humilié. Jessica, mon patron m'en a parlé aujourd'hui. Mon patron. Tu te rends compte de l'image que ça me donne? Mélanie, je reçois des messages de gens que je ne connais même pas qui me traitent de toxique. C'est ridicule. C'était une blague. Ethan, les gars, on peut se calmer. Ce n'est pas si grave. Jessica, pas si grave? Allez nous fait passer pour des monstres. Papa, il faut faire du damage control tout de suite. Maman, et si on publiait quelque chose tous ensemble? Une déclaration familiale? Mélanie, ou alors on signale sa publication pour qu'elle soit supprimée. Je faisais défiler en buvant mon café. Ils n'étaient pas inquiets pour moi. Ils ne réfléchissaient pas. Ils étaient inquiets pour leur image, leur réputation, leurs cercles sociaux. Classique. Puis j'ai vu le message qui m'a arrêté. Jessica, attendez. On m'a identifié dans un commentaire. Il demande si je suis la même Jessica qui travaille chez Morrison & Associates. Maman, qu'est-ce que tu as répondu? Jessica, rien encore. Mais si les clients voient ça? Si ça affecte ma réputation? Mélanie, peut-être que Ale aurait dû y penser avant de jouer la victime sur Internet. Encore ce mot. Victime. Comme si la carte n'existait pas. Comme si la photo n'était pas réelle. Comme si 28 ans à être mise de côté n'était qu'une question de mauvais angle ou d'imagination. J'ai fait une capture d'écran de ce message et je l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « Preuve ». Pas parce que je préparais une revanche, juste parce que je voulais garder ce moment. Le moment où ils prouvaient par écrit exactement qui ils étaient. Puis j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis le soir de mon anniversaire. J'ai appuyé sur le nom du groupe en haut, fait défiler vers le bas et tapé « Quitter la conversation ». Une alerte est apparue, êtes-vous sûr de vouloir quitter ce chat? Oui. Le chat a disparu. Cela ressemblait à la suppression d'un dossier spam qui encombrait mon téléphone et mon esprit depuis des années. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification par email. Objet, demande d'interview, segment d'actualité locale. Mon cœur a fait un petit saut étrange. J'ai ouvert. Bonjour Ale. Je m'appelle Andrea Mills. Je suis productrice pour un segment d'information locale intitulé Votre voix compte sur la chaîne 7. Nous couvrons des histoires humaines dans notre communauté et nous sommes tombés sur ta publication d'anniversaire devenue virale. Nous serions ravis de parler avec toi de ton expérience et de t'offrir une plateforme pour partager ton histoire si tu es à l'aise. Nous pouvons faire l'interview à distance via Zoom. Merci de me dire si cela t'intéresse. Cordialement, Andrea. Je l'ai lu une fois, 2 fois, 3 fois, pour être sûr que ce n'était pas une mauvaise plaisanterie. Mon histoire, à la télévision. Pas comme une moquerie, pas comme un ragot, mais comme une conversation. Je pouvais sentir mon pouls au bout de mes doigts en tapant « Bonjour Andrea ». Oui, cela m'intéresse. Merci de m'avoir contacté. Dites-moi ce qui vous convient. J'ai envoyé et regardé mon reflet dans l'écran noir de ma télé. La fille qui me regardait n'avait pas l'air d'une victime. Elle avait l'air éveillée. Ce que je ne savais pas encore, c'est que dire la vérité face à une caméra allait tout changer encore une fois. Pas seulement pour moi, mais pour ceux qui écouteraient. Andrea m'a répondu dans l'heure, jeudi à 14h, ça vous va? Je vous envoie le lien Zoom. Je ne l'ai dit à personne. Ni à ma famille, ni au réseau, ni même à mes collègues. Je voulais garder ça calme, contenu, comme une flamme protégée entre mes mains. Mais quelqu'un, quelque part, a dû laisser échapper l'info, parce que le mercredi soir, alors que je réchauffais des restes chinois dans ma cuisine, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Cette fois, pas d'un inconnu. Ethan. Pas dans le groupe, pas via maman, juste lui, et, je sais que tu as quitté le chat. Je ne te blâme pas. Je voulais juste dire que je suis désolé. Je me suis figé, le micro-ondes bipant derrière moi. Je n'ai pas trouvé la carte drôle, continua-t-il. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas rendre les choses étranges, mais c'était déplacé. Tu ne méritais pas ça.
Joyeux anniversaire en retard, allez. Vraiment. Je fixais le message si longtemps que l'écran s'assombrit. C'était la première chose honnête que quelqu'un de ma famille m'avait dite depuis des années, peut-être même de toute une vie. Merci, tapez je. Ça compte beaucoup, répondit-il presque aussitôt. Maman et papa paniquent à propos d'une interview télé. C'est vrai? Un sourire étira malgré moi le coin de ma bouche. Oui. Je dis. Bordel, écrivit-il. Ils vont péter un câble. Je sais. Bonne chance, 6. Là, ça m'a frappé. Plus fort que les commentaires viraux, plus fort que le mail de la rédaction. Mon petit frère, qui passait la plupart de ses journées le nez dans son téléphone, avait été le premier à me choisir, moi, plutôt que le récit familial. Le premier à vraiment me voir. Jeudi arriva vite. Je nettoyais mon appartement comme si je me préparais à une inspection, lissais mes cheveux, réglais ma lumière, testais la caméra de mon ordinateur, puis la retestais. Je voulais paraître posé, calme, pas comme une femme qui avait pleuré dans son oreiller plus de nuits qu'elle ne pouvait les compter. Andrea apparut sur l'écran Zoom à exactement 14 heures. Elle était chaleureuse et professionnelle, avec un sourire d'intervieweuse et des yeux qui écoutaient vraiment. Elle ne m'a pas traité comme un spectacle, mais comme un être humain avec une histoire qui valait la peine d'être entendue. Nous avons parlé pendant 30 minutes. Elle a posé des questions sur le dîner, la carte, les années d'invisibilité. Elle a demandé comment Internet avait réagi, comment ma famille avait réagi, comment moi j'allais. J'ai dit la vérité, sans dramatiser, sans noircir ou embellir qui que ce soit, juste simplement, comme une plaie existe, simplement. Puis elle a demandé, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de votre histoire, allez? Je marquai une pause, regardai la caméra droit dans l'objectif, sentant le poids du moment se poser sur mes épaules comme un châle que je n'avais jamais porté. Je veux que les gens sachent qu'il est normal de poser des limites, dis-je. Même avec la famille, surtout avec la famille. Vous ne devez à personne votre silence simplement parce que vous partagez un ADN. Andrea cligna lentement des yeux puis sourit. C'est puissant. Quand l'interview prit fin, je m'adossai à ma chaise et regardai l'écran noir. Pour la première fois, ma vérité existait hors de ma propre tête. C'était terrifiant. C'était libérateur. Vendredi matin, la tempête atteignit ma famille. Je ne sais pas comment ils l'ont appris. Quelqu'un de la chaîne, quelqu'un en ligne, ou juste l'univers qui décidait de remuer le chaos, mais mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Maman a appelé 6 fois avant midi. Papa 2 fois. Jessica a envoyé un message plus long que la Constitution américaine. Tu fais sérieusement une interview télé sur nous? Sur nos affaires privées? C'est inacceptable, allez. Tu fais une énorme erreur. Papa a envoyé une seule phrase, tu vas le regretter. Mélanie a envoyé un emoji qui rit suivi de « Eh ben Mo, t'exagères un peu ta victime pour attirer l'attention, non ?» Je les ai bloqués. Tous. Pas par colère, par paix. Pour la première fois, leur panique ne m'appartenait pas. Mon téléphone devint enfin silencieux. Samedi, je m'offris une sortie au marché fermier, acheter des fraises hors de prix, du pain au levain et un fromage impossible à prononcer. Je déambulais entre les stands comme quelqu'un qui n'avait pas une implosion familiale en coulisses. Je m'assis dans un café en terrasse, m'offris un brunch et laissai la lumière du soleil toucher ma peau d'une manière dont ma famille n'avait jamais été capable, douce, chaude, sans attente. Claire m'écrivit, j'ai entendu que ton interview passe lundi. Je suis tellement fier de toi, allez. Tu aides plus de gens que tu ne le penses. Je sauvegardai le message. C'était comme une petite bénédiction de l'univers. Dimanche soir, je dormis à peine. Pas de peur. La peur, je la connaissais. C'était autre chose. De l'excitation, de l'anticipation, un bourdonnement sous mes côtes, comme si j'étais au bord d'une falaise devant quelque chose d'immense. J'imaginais sans cesse ce que ce serait de me voir à la télévision. Pas comme la blague, pas comme le bouc émissaire, pas comme la silencieuse, la sensible, celle qui se prend trop au sérieux, mais juste quelqu'un qui dit la vérité. Lundi soir arriva comme une longue inspiration. Je réchauffai des pâtes au micro-ondes, m'installai sur mon canapé avec un coussin serré contre ma poitrine, et ne dis à exactement 3 personnes que le reportage passait, Claire, mon collègue Devon, et Ethan, qui avait promis de ne rien dire à personne de la famille. À 17h55, mon téléphone vibra.
Devon, je regarde. C'est dingue. Claire, j'enregistre pour toi. Tu t'en sors à merveille. À 18h03, après une pub d'assurance auto et un chien qui sauve un gamin de la noyade, le visage d'Andrea remplit l'écran. Ce soir dans votre voix compte, nous parlons des attentes familiales, des limites émotionnelles et de ce qui arrive quand un simple anniversaire devient un moment viral qui déclenche une conversation nationale. Puis mon visage apparut. Moi, dans mon appartement, l'air plus calme que je ne l'avais été depuis des années. Ils montrèrent le selfie, la carte, ma famille en arrière-plan riant autour de la table. La voix d'Andrea racontait comment mon post avait été partagé plus de 10 000 fois, comment des gens dans tout le pays partageaient leurs propres histoires d'oubli par ceux censés les aimer. Puis retour sur moi à l'écran. Vous ne devez à personne votre silence simplement parce que vous partagez un ADN. Quand le segment prit fin, la météo commença. Je restais là à contempler mon reflet dans l'écran noir. Je l'avais fait. J'avais dit ce que j'avais avalé pendant des décennies. Je ne m'étais pas excusé. Je n'avais pas adouci. Je ne les avais pas protégés. Mon téléphone explosa de notifications. Claire, je pleure. C'était parfait. Tu étais parfaite. Devon, mec, je dis à tout le monde que je te connais. Jake, un ancien camarade de fac, je t'ai vu aux infos. Fier de toi, allez. Les DM affluaient. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. D'autres que je ne connaissais pas. Tous disant une version de la même chose, merci. Ça m'a aidé. Tu n'es pas seul. Un message me coupa le souffle. Bonjour allez. Je m'appelle Patricia. J'ai 54 ans. Je viens de voir ton reportage. J'ai passé ma vie à trouver des excuses pour ma famille qui me traitait comme si je ne comptais pas. Te voir t'affirmer m'a donné le courage d'imposer enfin des limites à ma propre mère. Merci. Tu as changé ma vie ce soir. Je le lus 3 fois. J'avais changé la vie de quelqu'un. Moi, la silencieuse, la sensible, celle qui ne se défendait jamais. À 18h47, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Contre toute logique, je décrochai. Allô, allez. C'était la voix de ma mère, tendue, maîtrisée, tremblante non pas de peur mais de rage. Elle devait appeler d'un autre numéro puisque je l'avais bloqué. J'ai vu les infos, dit-elle, chaque mot coupant comme du verre. Comment as-tu pu nous faire ça à la télévision? Tu sais combien de gens ont vu ça? Oui, répondis-je. Et je sais exactement ce qu'ils disent. Et quoi donc? Que vous m'avez maltraité, dis-je. Parce que c'est vrai. On t'a emmené dîner, siffla TL. On t'a offert une carte. On te célébrait. Vous m'avez emmené dans le buffet le moins cher que vous ayez trouvé, répondis-je. Et vous m'avez offert une carte qui disait que je ne valais pas la peine d'être célébré. Ce n'est pas une célébration. C'est une insulte. Silence. Je pouvais entendre sa respiration lourde, instable. Tu as monté tout le monde contre nous, finit-elle par murmurer. Nos amis, notre église, même tante Linda reçoit des messages. Ton père ne peut plus aller à l'épicerie sans être reconnu. Tant mieux, dis-je simplement. Peut-être que maintenant, vous comprendrez ce que ça fait d'être vu pour ce que vous êtes réellement. Tu es cruel, cracha TL. Non, dis-je doucement. Je suis honnête. C'est différent. Donc c'est ça, exigea TL. Tu vas nous couper pour toujours? Nous sommes ta famille. Vous êtes mes parents biologiques, corrigeai-je. Une famille, ça soutient. Ça se souvient. Ça ne rit pas quand tu souffres. Allez, j'en ai fini, maman. J'en ai fini d'expliquer. J'en ai fini de justifier mes émotions. J'en ai fini d'attendre que tu t'en soucies. Un long silence. Alors, c'est fini, murmura-t-elle. Tu vas jeter 28 ans? Non, répondis-je. J'accepte enfin que c'est vous qui l'avez fait. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Ma poitrine n'était pas serrée. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti libre, sans imaginer une seconde que tout allait encore s'intensifier. La semaine qui a suivi la diffusion du reportage a semblé irréelle. Mon téléphone est devenu un flot ininterrompu de notifications. Les mises en ligne du segment sur YouTube ont dépassé les 200 000 vues.
Des commentaires affluaient d'inconnus pour me remercier, raconter leurs histoires, me dire que je n'étais pas seul. Pour une fois, je n'étais plus invisible. Pour une fois, ma voix trouvait enfin un écho. Mercredi matin, à peine réveillé, j'ai ouvert mes emails et je suis resté figé. Objet, projet de livre potentiel, demande de représentation. Une agente littéraire, une vraie. Elle écrivait « Bonjour Allais. J'ai découvert ton interview et je pense que ton histoire pourrait toucher profondément un large public. Si tu as déjà envisagé d'écrire un livre, un mémoire, un guide ou quelque chose d'hybride, j'aimerais en discuter. » Je suis resté à fixer l'email comme s'il pouvait disparaître. Écrire un livre? Moi? La fille dont la famille oubliait les anniversaires, la fille qui restait silencieuse dans les buffets à manger de la purée grise pendant que les autres parlaient au-dessus d'elle. J'ai tapé « Parlons-en ». Une autre porte qui s'ouvrait. Et étrangement, aucune de ces nouvelles opportunités ne m'écrasait. Elles ressemblaient à des choses qui m'attendaient, juste hors de portée, jusqu'au moment où j'ai enfin décidé de me choisir. 2 podcasts m'ont écrit le lendemain. Un magazine régional a demandé à faire un portrait. J'ai dit oui à tout. Pas parce que je voulais me venger, même si ma famille en était convaincue, mais parce que chaque personne m'écrivant, ça m'est arrivé aussi, me faisait comprendre que tout cela dépassait largement un anniversaire. Il s'agissait de personnes effacées chez elles-mêmes. Des gens comme moi. 2 semaines après la diffusion du segment, mon téléphone a vibré encore. Ethan, juste pour te dire que j'ai déménagé, j'ai mon propre appart. J'ai cligné des yeux. Il a continué, j'ai dit à maman et papa que j'avais besoin d'espace. Ils sont furieux, mais tant pis. Tu avais raison sur beaucoup de choses. Merci de m'avoir montré qu'on a le droit de se choisir. J'ai posé mon téléphone et fixé le mur. Mon frère, celui qui levait à peine les yeux de TikTok, avait quitté la maison de nos parents parce qu'il voyait enfin les fissures, lui aussi. Ma gorge s'est serrée. Peut-être que je n'avais pas tout perdu. Peut-être que quelqu'un d'autre se noyait en silence à mes côtés. 1 mois plus tard, j'ai fêté mes 29 ans. Mais cette fois, pas de Golden Corral, pas de carte bon marché, pas d'insultes déguisées en blagues. J'ai réservé dans un beau restaurant du centre-ville, du genre devant lequel je passais autrefois en pensant, un jour. Et pour la première fois, ce jour était arrivé. Ma table était entourée de personnes qui voulaient vraiment être là. Claire, qui m'a serré comme si on se connaissait depuis des années. Devon, bruyant, chaotique, déjà 2 cocktails dans le nez. Jake, qui avait conduit 3 heures juste pour venir. On a commandé des steaks, du bon vin, un dessert qui ne sortait pas du congélateur. Le serveur a apporté un fondant au chocolat avec une bougie. Tout le monde a chanté, sans mollesse, sans distraction, sans scroller sur son téléphone. Il me regardait, vraiment, et il pensait chaque mot. Joyeux anniversaire, Allais. En soufflant la bougie, je n'ai pas fait le vœu que je faisais chaque année, j'espère que ma famille changera, j'espère qu'ils me traiteront mieux, j'espère que l'an prochain sera différent. Cette fois, mon vœu était simple, encore des moments comme celui-ci. Des moments où je n'avais pas besoin de me réduire pour exister. Des moments où je me sentais désiré, pas toléré. Des moments qui m'appartenaient. 3 mois plus tard, une notification est apparue sur mon téléphone. Mélanie Carter a publié sur Facebook. Public. La curiosité m'a tiré. Le post disait « J'ai beaucoup réfléchi. Ce que j'ai écrit sur la carte d'anniversaire de Allais était blessant et mal. Je pensais être drôle, mais en réalité j'étais méchante. Allais, si tu lis ceci, je suis désolé. Tu méritais mieux de nous tous. » Des centaines de commentaires louaient son courage et sa croissance personnelle. J'ai relu le post 2 fois. Mon cœur n'a pas accéléré. Mon estomac n'a pas sombré. Mes yeux n'ont pas piqué. Je n'ai rien ressenti. Pas parce que je la détestais encore. Pas parce que je gardais la douleur. Mais parce que j'avais enfin atteint un endroit où leur excuse tardive, incomplète, peut-être performative ne dictait plus ma guérison. Je n'attendais plus leur repentir. J'avais déjà avancé. J'ai fermé l'application, posé mon téléphone, préparé une tasse de thé, et en m'installant dans mon vieux canapé d'occasion affaissé que j'avais longtemps détesté, j'ai compris quelque chose. J'étais heureuse. Pas d'un bonheur dramatique et cinématographique, mais d'un bonheur tranquille, mérité, celui qui grandit dans les espaces où la douleur vivait autrefois.
Ma vie n'était pas parfaite. Ma famille n'avait pas soudainement changé. Mais moi, oui. J'ai arrêté de mendier des miettes. J'ai arrêté d'accepter le strict minimum. J'ai arrêté de croire que l'ADN excusait la cruauté. Et quand j'ai arrêté, tout le reste a changé. Mes amis sont devenus ma famille. Mon frère a trouvé sa propre force. Et moi, à 29 ans, j'ai enfin trouvé la mienne. S'il y a une chose que je sais maintenant, c'est celle-ci: parfois, les gens qui t'ont élevé ne voient pas ta valeur. Mais cela ne signifie pas que tu n'en as pas. Parfois il faut partir pour trouver ceux qui te célébreront comme tu aurais toujours dû l'être. Et parfois, quand tu es assez courageuse pour dire la vérité, le monde ne s'écroule pas.